Bonjour les amis, bienvenue, salutations, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons réagir aux propos, je crois qu'il a été ministre de l'Éducation nationale, dites-moi en commentaire si je me trompe, Luc Ferry, sur le plateau de BFM TV. Et ce qui est intéressant pour moi dans ce genre de vidéo, c'est de pouvoir vous donner, en plus de la réaction de ce personnage, de ce genre de personnage un peu atypique, parce qu'il est également philosophe, il me semble. Bon, bref, on se comprend. Et de rajouter également mes propos pour pouvoir vous donner des vraies perspectives autour de l'intelligence artificielle. Je précise également pour celles et ceux qui me découvrent sur cette chaîne, sachez qu'ici je parle principalement de l'IA, c'est ce qui m'intéresse, c'est le cœur de mon métier, et j'aimerais vous donner les vrais insights de ce qui se passe autour de cet écosystème. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. Cela me permettra bien évidemment d'avoir un référencement beaucoup plus précis. Et aussi donc de vous pouvoir produire ce genre de vidéos, de contenu qui me semble intéressant. Surtout que on n'en parle pas souvent assez avec un certain angle de vue bien calibré. Sans plus tarder, commençons tout de suite le sujet de la vidéo. Le philosophe Luc Ferry. Grand remplacement ou complémentarité. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir les amis. Et on va commenter aussi plus généralement l'actualité aussi avec Neila Latrousse, la chef du service politique de BFM TV. On n'a pas oublié que Luc Ferry a été ministre de l'Éducation. Entre autres. Oui. Mais restons sur l'intelligence artificielle avec ce nom qui va résonner et qu'il ne faut pas oublier, qui s'appelle Stargate. Stargate, c'est ce projet qui est lancé par Donald Trump et les milliardaires de la tech aux États-Unis. Il s'agit d'investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Autant écouter l'intéressé lui-même. Stargate, écrivez ce nom sur vos cahiers parce que vous allez en entendre parler dans l'avenir. Une nouvelle entreprise américaine va investir au moins 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Et ça très rapidement. Ça va créer quasiment 100 000 emplois américains. Alors cette déclaration... Alors Stargate, de mémoire, c'est un consortium de 3 géants de la tech aux États-Unis. Il me semble, donc c'est OpenAI déjà, SoftBank et Oracle. Donc c'est vraiment 3 géants aux États-Unis qui ont réussi ou qui vont mettre sur pied la création de nouveaux data centers dans tous les États-Unis d'Amérique. Déjà, on sait très bien que dans nos clouds, les Américains dominent avec les 3 géants, donc AWS, Amazon, Google, la solution GCP et Microsoft. Vous rajoutez à ça, bien évidemment, la création encore de nouveaux data centers qui vont arriver avec ce projet. 500 milliards, c'est énorme et donc ça mettra encore une fois de plus les États-Unis un tout petit peu devant par rapport au reste du monde entier. Je pense que la Chine également a d'autres projets et peuvent challenger les États-Unis. Mais toujours est-il que quand on ramène ce genre d'annonce par rapport à la France, on se rend compte que Macron plutôt annoncé un chiffre de 109 milliards pour l'écosystème autour de l'IA. Donc quand on parle il n'y a pas que l'IA, hein, c'est l'IA, c'est la création des nouveaux, bien sûr, des data centers, de la manière dont on va héberger les données. Il y a aussi la question du financement et tout ça. Même s'il faut pas comparer directement géographiquement, on va dire par taille, les États-Unis et la France, toujours est-il que pour un pays, une puissance mondiale telle que la France, 109 milliards, c'est quand même un tout petit peu pas assez. Et donc, sachant que l'on pense que la France voudrait quand même se doter d'un écosystème innovatif et concurrentiel, avec par exemple sa solution Mistral, qui est quand même aujourd'hui un vrai challenger par rapport à OpenAI ou à Claude chez Anthropic. Est-ce que l'avenir va donner raison ou pas à la vision d'Emmanuel Macron? Mais je pense que on peut déjà aujourd'hui avoir un certain type d'appréhension un peu négative en fait, voilà. Donc bref, dans tous les cas, écoutons à peu près ce que Luc Ferry va dire là-dessus. Après, il y a aussi également quelque chose que je voudrais vous dire tout simplement, c'est que les Américains sont aussi les rois de la com. Donc Donald Trump, avant d'annoncer 500 milliards, il les a pas encore. Mais ça crée déjà un engouement et aussi autour de ce nouveau projet à venir. C'est aussi ça en fait la manière dont les États-Unis sont capables d'impulser un changement ou les grands changements, si vous souhaitez.
provoque la première friction entre Elon Musk et Donald Trump. Le patron de Tesla, qui est à fond sur l'intelligence artificielle, estime qu'il n'y a pas le début d'un dollar, que ces 500 milliards annoncés par Donald Trump. Ce sont les rois de la communication. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, c'est important aussi. C'est-à-dire que ce sont les entreprises privées qui vont mettre l'argent. Hein, voilà. Les entreprises privées à elles seules vont mettre les 200 milliards juste sur l'année 2025. Et les Chinois en font autant. Pendant que la France, le rapport Draghi est très bien sur l'Europe, sur le fait qu'il faut investir, mais on n'a pas l'argent. Vous écrivez dans le livre, les Européens n'ont pas compris que les pays qui maîtriseront l'IA, l'intelligence artificielle, maîtriseront le monde. Or, dans les 15 leaders mondiaux de la tech, aucune entreprise européenne. Exactement, il n'y a pas une seule entreprise européenne et c'est dramatique parce que c'est pas simplement une question d'argent et d'économie. Alors oui, deux choses. Premièrement, bien sûr, donc la question du financement. Ça, je pense que vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit en termes d'implication. Deuxièmement, il y a également ce qui est derrière, ce qui se cache réellement derrière, c'est évidemment le pouvoir qui dominera le monde entier. Et l'IA est aujourd'hui à la croisée de ce chemin-là. Il n'y a pas que l'aspect militaire en soi, même si évidemment vous allez voir dans les projets IA à en venir, à la base, ça vient toujours, comme je l'ai toujours dit, l'innovation est toujours impulsée aux États-Unis par le militaire, par le Pentagone avec ses structures hyper géantes, la DARPA et tout le reste. Et après, on découle ses applications dans le domaine civil, etc. Toujours est-il que maîtriser cette chaîne de valeur, cette compétence-là, les États-Unis ont toujours cette envie de pouvoir dominer le monde entier avec la création de nouveaux data centers et donc de maîtriser l'écosystème dans toutes les propositions de chaîne de valeur, depuis donc l'hébergement avec les outils du cloud et tout le reste, depuis la création de nouvelles méthodes ou procédés, par exemple avec l'architecture des transformers sur les LLM. Bref, dans tous ces éléments-là que je viens de vous citer, ce qui fait la force aussi aux États-Unis, c'est qu'ils ont une capacité de pouvoir lever les fonds plus rapidement et l'écosystème financier le permet. Tandis qu'en France, tout particulièrement, et même dans une certaine moindre mesure dans l'Union européenne, vous ne voyez pas ce type de mécanisme et cette volonté surtout. C'est surtout ça en fait. L'aspect primordial derrière, cette volonté de vouloir aller sur ce terrain-là et proposer de nouvelles solutions ou alternatives qui pourraient venir concurrencer les États-Unis ou la Chine ou l'Inde ou le Brésil ou l'Arabie Saoudite, par exemple. C'est une question de civilisation. Parce que, encore une fois, on va devenir une colonie des États-Unis. Je suis intervenu beaucoup auprès des militaires français. Déjà, donc j'ai fait une conférence l'autre jour devant 700 militaires. Donc il y avait des amiraux, des généraux. Il y avait juste après le général Burkhardt, qui est le patron de la maison, si je puis dire. Et un des généraux me disait après la conférence qu'il faudrait investir 40 milliards de dollars pour retrouver la souveraineté militaire française. Parce que tous nos systèmes de surveillance, même par exemple le système Scorpion qui coordonne les chars, les attaques de chars, bon, les guidages de missiles, tout ça, c'est américanisé aujourd'hui. Donc, on dépend des États-Unis. Et donc, on a un vrai problème de souveraineté française et européenne par rapport à cette intelligence artificielle. Et pourquoi c'est si important là? Alors, je sais pas si vous prenez vraiment la mesure de ces propos. Parce qu'il y a ce qu'il dit et il y a les implications derrière, ou peut-être ce qu'il ne dit pas de manière explicite, mais le décryptage ici, ce qui est beaucoup plus intéressant pour vous ici, c'est de comprendre qu'on est vraiment dans le cœur même de la question. Quand il dit que les systèmes de surveillance et tout le reste de l'armée, du militaire français se sont américanisés, c'est que par exemple demain avec la question de l'IA, lorsque l'IA aura été déployée dans tous les pans de la société, dans tous les secteurs, donc forcément dans l'aspect militaire, et aujourd'hui avec les conflits dans le monde entier, que ce soit en Iran, Israël et à Gaza, on voit bien que l'armée israélienne ou l'armée américaine ont utilisé l'intelligence artificielle. Ce qui revient à dire quoi? C'est qui revient à dire que si demain la France, tel que c'est déjà parti et tel que c'est le cas, continue toujours à être américanisé dans son usage des outils américains, et donc comme l'IA aura été intégrée à ces outils-là,
Ce qui voudrait dire que même la dissuasion nucléaire française fera partie du troupeau. Donc demain, appuyer pour que le président français puisse prendre une mesure sur la dissuasion, sur le nucléaire, cela reviendra en fait à une IA américaine d'en décider. Je ne sais pas si vous prenez... Donc là, véritablement, la France sera plus une puissance dissuasive. Ça va de soi. Mais c'est ce qui est en train de se tramer, et c'est véritablement là le cœur, la dangerosité même de la question de l'IA. Qui aura le contrôle sur l'IA? Et cette personne-là, cette entité, donc les États-Unis sont bien partis, vont toujours continuer à dominer le monde entier en question, en matière donc de technologie, mais également en matière de souveraineté et de domination. On le voit déjà, mais pensez-y véritablement lorsqu'il parle de cette question de dépendance des systèmes informatiques américains, etc. Intelligence artificielle, on en reparle, mais je pense que ça reste encore assez flou pour beaucoup de Français, et moi le premier. Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est un vrai progrès? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Il y a deux choses. Dans le domaine de la médecine, ça va sauver des dizaines, voire des centaines de millions de vies dans les 2 ou 3 décennies qui viennent. Notamment, moi j'ai enseigné la biologie-philosophie à Jussieu quand j'étais plus jeune, biologie du cancer. Il n'y a pas d'immunothérapie, il n'y a pas de thérapie ciblée du cancer, il n'y a pas de thérapie de séquençage du génome d'une cellule cancéreuse sans IA. On a calculé qu'il faudrait 40 ans au cerveau humain pour séquencer le génome d'une cellule cancéreuse, et il faut le faire pour faire des thérapies ciblées. Il faut quelques secondes ou quelques minutes à l'IA. Donc ça va aider à nous soigner. Bien sûr, ça va. Là, c'est formidablement positif. Alors, j'aime pas souvent ce genre de questions, bien que c'est le but quand même du journaliste de poser ce type de questions, à savoir est-ce que l'IA va quelque part remplacer les humains? Est-ce que l'IA fait peur? Toujours autour du champ sémantique de la peur, de la crainte. Bien sûr, c'est aussi à dessein, parce que beaucoup de gens se posent cette question parce que la plupart de ces personnes ne comprennent pas véritablement ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que même les experts réellement ne s'interrogent pas sur la question, très loin de là. Mais amener la question toujours dans cet élan de crainte, etc., ça fait que moi, au final, je suis fatigué. Bref, pour répondre à ce genre de questions, c'est très simple, c'est toujours la même métaphore. Un couteau, est-ce qu'un couteau est dangereux? Si je vous pose cette question, vous voyez bien, d'accord? Tout dépend de ce que vous en faites avec. Bien sûr que l'IA dans, par exemple, le domaine de la médecine, mais pas que, hein, même dans le domaine de l'éducation, bref, dans plein de domaines, l'IA va nous aider pour celui ou celle qui veut véritablement avoir plus de compétences, plus d'informations, d'aller beaucoup plus vite, donc d'acquérir beaucoup plus de connaissances et de compétences. Donc ça, en soi, c'est positif, c'est très très positif. Mais de l'autre côté également, si vous avez des mauvaises intentions et si aussi vous êtes ignorant de la chose, vous pourrez vous faire leurrer par l'intelligence artificielle, parce que ces modèles pour l'heure font des hallucinations. Donc les hallucinations, c'est par exemple lorsque l'IA se trompe sur quelque chose, mais se trompe parce que l'IA n'a pas été capable, le modèle, d'aller récupérer la bonne information. Il n'a pas été capable d'aller récupérer la bonne information parce que les données sur lesquelles, entre autres, il a été entraîné ne contiennent pas cette information. Donc, imaginez bien que la plupart des livres n'ont pas été numérisés là en ligne. D'accord? Donc, poser la question à ChatGPT sur une information qui date d'un livre, je ne sais pas, des années 60 ou voire moins encore, et qui n'aurait pas été récupérée dans les données d'entraînement de ChatGPT. ChatGPT ne pourra pas vous donner cette bonne réponse en question. Donc, faites attention lorsque vous utilisez ces outils d'intelligence artificielle. Toujours est-il que avec les nouvelles techniques pour mitiger ce genre de situation et aussi les interrogations autour de l'IA, on améliore au fur et à mesure ces outils. Donc, l'avenir vraiment reste positif quant à la supervision et la mise sur pied des outils véritablement performants. Dans tous les cas, tout dépend de ce que vous voulez en faire avec ces outils en question. Donc, parler d'un côté, est-ce que l'IA va nous remplacer? Est-ce que l'IA est dangereux? Bref, ce genre de questions, ce sont des questions philosophiques pour moi.
positif. Maintenant, là où il y a un immense problème, et c'est le premier que j'analyse dans ce livre, très en détail, Sam Altman a déclaré qu'on aurait dans la décennie qui vient des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. C'est un patron équivalent à Elon Musk, Sam Altman, peut-être pour les téléspectateurs. Oui, Sam Altman, c'est l'inventeur de ChatGPT que tout le monde connaît maintenant, et c'est le patron d'OpenAI. Et ChatGPT, maintenant, presque tout le monde s'en sert, même s'il faut s'abonner pour avoir la vraie efficacité. Mais, il y a aussi quelque chose alors, l'aspect financier. Même jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à penser que, après, vous me direz, c'est le business, c'est l'écosystème qui veut ça. Mais imaginez que je vous demande que Google aurait demandé à payer pour faire des requêtes sur Google Chrome, par exemple, Google Search. Je pense que vous aurez trouvé ça comme une aberration. Sauf que on a fini par accepter cela avec l'arrivée de ChatGPT. On paye pour faire une recherche, en fait, in fine, c'est une recherche que vous faites quand vous allez sur ChatGPT. Le problème, ou plutôt l'astuce, a été de vous donner un modèle dans lequel on vous a fait croire que derrière, il y avait véritablement un outil qui pensait. C'est ce que la plupart des gens ont lorsqu'ils tapent un prompt et ils voient du texte, du typing en anglais, du texte défilé, etc. Sauf que derrière, la structure de phrase qui est donnée, c'est une structure de phrase sous forme de probabilité. ChatGPT, le fait de payer, je comprends bien sûr l'idée de faire payer les utilisateurs. Déjà, on vous dit plus de rapidité, donc plutôt que d'aller sur Google et de faire des recherches de page en page, ça prend du temps. Donc OpenAI vous dit, bon, ok, vous tapez un prompt et vous avez tout de suite la réponse. Bon, ce modèle-là, je le comprends, mais sauf que en soi, réellement, la réponse qui est donnée, c'est de l'indexation sémantique qui est effectuée derrière. Google aurait pu le faire. Après, peut-être Google n'a pas... Pourtant, ce sont les ingénieurs de Google qui ont créé le modèle Transformer qui a été à l'avant-garde, à l'avènement donc des outils tels que ChatGPT. Un peu l'ironie de l'histoire. Toujours est-il que payer, moi je trouve un tout petit peu aberrant, surtout que l'on voit que lorsque vous ne prenez pas la version payante, vous avez entre guillemets un modèle dégradé, c'est fait exprès, donc le temps de réponse ou la manière dont le modèle va vous répondre, vous aurez plus ou moins des hallucinations. Alors que lorsque vous prenez la version payante, alors cette fois-ci, on vous garantit des réponses ultra rapides, moins d'hallucinations. Donc il y a une forme en fait de cynisme derrière l'usage et de ce que l'on veut faire payer à l'utilisateur. On comprend la logique, c'est le business, c'est le marché. Toujours est-il que si on avance comme ça, au fur et à mesure, ce qui est en train de se passer, c'est que les géants de la tech, vous voyez bien que plus ces outils arrivent sur le marché, plus on vous demande des abonnements. Donc, des abonnements multiples, que ce soit OpenAI, chez Anthropic, chez Google avec sa solution Gemini. Donc, vous ne pouvez pas vous abonner à tous ces outils en question. Choisissez un seul outil. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'utilise sur les LLM, ChatGPT et Claude. Mais je suis beaucoup plus chez Claude. Mais choisissez un seul outil qui est assez suffisant pour vos besoins et maîtrisez-le à perfection avant de pouvoir en passer à un autre. Mais vous ne pouvez pas payer des abonnements comme ça à tout bout de champ. Sinon, bon bref, pour votre portefeuille et aussi pour la qualité de des analyses de vos besoins. Il y a des modèles très performants, beaucoup plus même que ChatGPT, je pense, et même de la manière de raisonner. Ça vous permettra de pouvoir aller beaucoup plus vite et de ne pas vous éparpiller dans la multitude de ces outils-là d'ailleurs. J'y reviens. Il dit on aura des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars sans un seul salarié humain. Il y a une étude de Goldman Sachs disant qu'on aurait dans la décennie déjà qui vient presque le 300 millions d'emplois qui seront supprimés, remplacés par l'IA. Ma fille travaille dans une boîte du luxe à Genève. Il n'y a plus une seule secrétaire. Tout le courrier est fait par ChatGPT. Mais on va pas supprimer que les secrétaires, on va supprimer aussi peut-être des avocats, des acteurs. On parlait... je vais m'arrêter là, mais je vais conclure en vous disant que l'IA, ce que l'automatisation a fait dans l'industrie, dans les chaînes de production, c'est ce que l'IA est en train de faire dans tous les emplois entre guillemets qualifiés de cognitifs. Donc tout ce qui est secrétariat, avocat, juriste,
et même une partie du travail des ingénieurs informatiques, du software, l'IA est en train de bouffer tout en fait sur son passage. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que ces emplois qualifiés cognitifs sont des emplois sur lesquels la décision ou les actions se basent sur des données. Et analyser des données, vous ne pourrez pas, en tant qu'humain, concurrencer une machine, l'intelligence artificielle, parce que il s'agit d'une question de combinatoire. La question combinatoire, c'est la question du calcul. Quand je parle de la question du calcul, il faut comprendre que prendre une décision, mettre sur pied un outil informatique, un logiciel, un algorithme, et tout le reste, c'est une méthodologie de traitement de la donnée. Et la mise sur pied de ce genre de procédé, l'IA aujourd'hui, de par son entraînement intensif sur des milliards et des milliards de données, in fine, lorsque le modèle est stable, il est maintenant capable par lui-même d'exécuter rapidement avec une finesse inégalée cette quantité de données que vous effectuez au quotidien et pour lesquelles vous prenez beaucoup plus de temps. Donc, que ce soit les avocats, les juristes, les magistrats, bref, tous ces emplois dans lesquels les métiers à col blanc, entre guillemets, les traders, tout ce que vous voulez là, ces emplois-là vont être remplacés. Alors, remplacer n'est peut-être pas le bon mot, disons plutôt remodeler, bien sûr, donc remodeler et sur cette tâche-là, parce que ce sont des tâches en fait pour l'IA, ce sont pour nous hommes, voilà, humains, ce sont des tâches répétitives. Et donc ces emplois-là, ces tâches précisément vont être allouées à l'IA pour que l'IA les exécute de manière rapide. L'humain sera beaucoup plus apportera une valeur ajoutée sur des aspects beaucoup plus intéressants où l'IA ne pourrait pas mettre les pieds pour l'instant. Je précise bien, par exemple au niveau des activités où on a besoin d'empathie, les aides soignantes par exemple, d'accord. Le personnel du bâtiment, ceux qui travaillent sur les chantiers, parce que c'est un peu des endroits où il y a de l'imprévisibilité, il y a de la dextérité, il faut savoir manier des outils, bien que pour l'instant on est déjà en train de penser la question des agents intelligents qui arriveront, d'accord, mais pour l'heure c'est encore des espaces comme ça où l'IA ne peut être efficace, contrairement aux LLM qui sont déjà très efficaces sur la partie d'analyse des métiers qualifiés à col blanc. On va s'arrêter là, mais mettez un pouce, abonnez-vous et likez, partagez cette vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup à dire et la prochaine fois peut-être on prendra un autre aspect de cette réaction autour de l'intelligence artificielle. Merci les amis, je vous dis au revoir et à la prochaine.